On va aller un peu plus loin avec Axel Kahn. Axel Kahn, médecin, ancien chercheur et généticien, président de la Ligue contre le cancer. On vient de l'entendre. Le gouvernement a détaillé sa stratégie vaccinale. 3 phases. La première devrait commencer en janvier-février. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'on arrive à faire vacciner les Français aussi vite? Oui, d'ailleurs, je l'avais annoncé. Dès mars 2020, dans une émission, pas chez vous, mais chez un de vos confrères, j'avais indiqué que, selon moi, le vaccin serait disponible avant la fin de l'hiver 2021. Alors, donc, je ne suis pas surpris, puisque c'était l'une de mes annonces. Il y a beaucoup de réticences, beaucoup de Français qui sont sceptiques. Alors, on peut être sceptique ou en tout cas se poser des questions sans être complotiste ou sans être anti-vaccin. En tout cas, il y a cette idée qui monte un peu, qui est de dire « Ok, je ne suis pas anti-vaccin, mais fais-toi vacciner d'abord ». Très bien, bien moi, je vais me faire vacciner d'abord. Je le dis, dès que ce sera possible, je me ferai vacciner. D'abord parce que je connais bien et je n'ai pas d'inquiétude particulière. Et puis, il y a une autre raison. Vous voyez, j'ai un masque là. Mes petits-enfants, je ne leur ai pas fait de bisous depuis 6 mois. Mes enfants, je les vois rarement et à distance. Moi, je veux revivre. Je veux refaire des bisous. Je veux revivre l'affection. Je veux revivre l'amour. Et ça, c'est le vaccin qui me le permettra. Le vaccin sera pour moi une libération. Le vaccin et les gestes barrières, il faut continuer. Naturellement, mais une fois que je serai vacciné... Oui, mais pendant une campagne de vaccination, il faut continuer. Durant la campagne de vaccination, il faut totalement continuer les gestes barrières, évidemment, tant qu'on n'est pas immunisé. Tous immunisés. Quand on sera immunisé, progressivement, c'est ce qui permettra, on va dire, de se libérer un temps, en tout cas, de cette saloperie. Mais sauf que du coup, c'est une saloperie, ce virus. Il faudrait on n'arrive pas à s'en tirer. Bien sûr, il faudrait qu'on soit 80% à se faire vacciner. Or, un Français sur 2 n'a pas envie. 80% forcément. Je vais vous dire, il ne faut pas dramatiser. Il y a, en région parisienne, déjà, à peu près 20% des personnes qui sont immunisées. S'il y a 40 à 50% de personnes qui se font vacciner ça peut dans être les mêmes. 6, 7, 8 mois, au total, on devrait arriver à, on va dire, une immunité intéressant 65% de la population. Ça fait la différence, ça fait la différence. Et puis quand on verra que les gens qui sont vraiment vaccinés et immunisés, eh bien, ils vivent plus libres, plus heureux, ils se font des plus bisous. souriants. Eh bien, ça sera extrêmement entraînant. Si tout se passe bien, et vu que vous êtes plutôt bon en prévision, dans combien de temps, à votre avis, on sera débarrassé de cette saloperie, ou en tout cas, on pourra revivre l'amour, comme vous le disiez? Alors, je pense que quand il y aura une immunité collective qui sera provoquée seulement par le vaccin, il y aura un répit, incontestable. Je ne peux pas vous affirmer qu'on en aura totalement fini. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité, ce n'est pas une prévision, mais c'est possible, que le coronavirus, il s'installe et qu'il devienne endémique. Et que, alors, comme la grippe saisonnière, en réalité, tous les ans, des formes, voilà, des formes un peu mutantes apparaissent tous les ans et qu'il faille faire des rappels avec des séquences modifiées pour entretenir l'immunité. Ça n'est pas du tout une prévision, mais ça n'est pas impossible. Mais il n'empêche, moi je me fais vacciner tous les ans contre la grippe et puis j'embrasse mes petits-enfants et puis je fais ce que j'ai envie de faire, totalement librement. On va en parler dans un instant de l'efficacité potentielle de ces vaccins. Mais d'abord, je voulais vous faire écouter Alain Fischer. C'est lui, vous le connaissez d'ailleurs. Ah, c'est un très grand ami. Qui un grand médecin qui a été choisi donc, pour être en gros le monsieur vaccin du gouvernement. Il est quand même resté assez prudent jeudi dernier. On va l'écouter, je vous fais réagir juste après. Pour l'instant, nous ne disposons que de communiqués de presse de la part des industriels. Nous attendons avec impatience, et en tant que scientifique, j'attends avec impatience des publications scientifiques. Évidemment, il y aura les dossiers qui seront adressés aux autorités réglementaires qui sont forcément très complets ou qui ont déjà été adressés probablement, mais dont nous n'avons pas connaissance. Voilà, pour l'instant, il nous dit qu'il n'y a pas il n'y a que de la communication, en fait, des communiqués de presse et pas de publication scientifique. À nous, ça nous paraît un peu hallucinant qu'on ait acheté des millions de doses sans avoir de publication scientifique. En matière de médicaments, c'est souvent le cas. Je veux dire que quand un médicament arrive, il y a des tests qui sont faits. Les agences du médicament, les agences de sécurité sanitaire des différents pays connaissent dans le détail tous les essais qui ont été faits avant que cela ne fasse l'objet d'une publication. Cela étant dit, mon ami... C'est-à-dire que la haute autorité sanitaire, là, elle est au courant exactement de ce qui se passe. Elle a le détail. Pas vous, en tant que médecin, voilà, on va dire. Elle a le détail
Il y a 70 Mais 000... pas le monsieur vaccin du gouvernement, quand même. Enfin, il va l'avoir. Oui, ben, on espère. Mais il vient d'être nommé. Laissez le temps de s'informer. Mais il y a, pour les vaccins ARN entre Moderna et BioNTech, il y a 70 000 personnes qui ont été incluses dans les essais. Et autant qu'on puisse le savoir, il n'y a pas eu de pépins. Il y a eu des petits syndromes inflammatoires. C'est tout à fait une réaction vaccinale normale. Rarement des petits fébricules dans ce cas-là. Mais ça aussi, c'est une réaction normale et il n'y a eu aucun pépin. Justement, sur les vaccins, ensuite, Camille vous posera une question là-dessus. Les différents types de vaccins qui vont être mis sur le marché. On voit ça avec vous, Anaïs. Alors oui, le premier, c'est celui de type ARN messager. Vous en parliez, notamment, est bien produit par le laboratoire Pfizer. Ce sera le premier à être déployé en France, notamment à partir de janvier 2021. Et il utilise une technologie ultra innovante. On ne vous injecte pas un morceau de virus, mais une information génétique, un ARN messager. C'est une molécule qui va, entre guillemets, demander à votre corps de produire des antigènes, ce qui va provoquer une réaction immunitaire. Et vous serez donc en capacité de vous défendre face au coronavirus grâce à des anticorps. L'avantage de ce vaccin, c'est qu'il est déjà prêt. Mais le problème, vous allez le voir, c'est qu'il se conserve à moins 80 degrés. Il faut donc des super frigos et ça pose des problèmes notamment de transport ou encore de conservation. L'autre type de vaccin, c'est un vaccin à vecteur viral, notamment celui produit par AstraZeneca. Il devrait être prêt à partir de février 2021. Et lui, il utilise un virus pour transmettre les informations à notre corps comme une sorte de véhicule jusqu'à nos cellules. L'avantage, c'est qu'il est moins coûteux, pas besoin de super frigo pour le conserver, mais pour l'instant, il ne serait efficace qu'à 70%. Et enfin, le troisième type de vaccin, c'est le vaccin Made in France. En tout cas, il est franco-britannique puisqu'il est produit par Sanofi, l'Institut Pasteur, avec également une entreprise anglaise, GSK. C'est une méthode plus connue, une méthode de la protéine virale, notamment utilisée par Sanofi dans ses vaccins contre la grippe saisonnière. L'avantage, c'est que Sanofi se dit prêt à produire 1 milliard de doses, mais il ne sera disponible qu'au printemps 2021. Merci beaucoup Anaïs. Axel Kahn, ce vaccin ARN, ce sont trois lettres qui font très peur. Vous avez fait un tweet pour dire mais non, on en a partout dans nos cellules de l'ARN, c'est ça, il ne faut pas en avoir peur et au contraire, il y a des avantages parce que ça permet de faire évoluer le vaccin aussi vite que le virus quasiment. C'est plus facile effectivement d'adapter un vaccin ARN à l'évolution du virus que tout autre vaccin. Donc ça, c'est certainement un avantage. Le vaccin ARN, je vais préciser les choses. Vous êtes généticien, en rappel. Je suis généticien. C'est un problème que je connais très bien. Et puis, il se trouve que les vaccins, je connais très bien, que j'ai travaillé dans les biotechnologies, je connais très bien, vraiment. On a bien fait de vous inviter. Les vaccins, le vaccin ARN, c'est quelques millionièmes de grammes de l'ARN qui va coder la protéine commandant la synthèse de l'antigène vaccinal contre lequel il y a une réponse immunitaire. Pas dans tout le corps, comme il a été dit tout à l'heure, mais à l'endroit où on a vacciné, dans quelques cellules simplement. Ce n'est pas du tout une transformation du corps. On ne transforme pas le corps en machine à fabriquer le vaccin. Ça, je suis désolé. Il n'y a pas de transformation de notre ADN. Non, il n'y a pas de transformation du corps. Et il y a dans notre corps 4 grammes ou 5 grammes d'ARN qui ont des fonctions vitales fondamentales. C'est-à-dire des millions et millions de fois plus réellement. L'ARN vient de l'ADN, il n'y retourne pas, ou alors quand il y retourne, c'est exceptionnellement à l'aide d'un virus. Et donc, on voit bien que l'idée que ces fifrelins d'ARN vaccinal vont être capables de modifier le génome, c'est une totale absurdité. Je le dis, c'est une totale absurdité. Alors, il y a plusieurs types de vaccins qui vont être commercialisés. Est-ce qu'ils vous paraissent tous sûrs, on va dire, ou est-ce qu'il y en a certains qui, selon vous, demanderaient un peu plus de recul? Alors, ça va être mon sentiment personnel. Allez-y. Voilà. Moi, la protéine, qui sera le vaccin Sanofi, Glaxo, Pasteur, Glaxo, aucun problème. Je me fais vacciner. Si je les avais, les vaccins chinois qui sont des virus recombinés, des virus inactivés, morts, voilà, aucun problème. Je me fais vacciner. Ça se fait déjà beaucoup. Voilà. L'ARN, je vous ai dit, je vais me faire vacciner. On attend le mai. Voilà. Les adénovirus recombinants, Glaxo, Johnson & Johnson, Sputnik, je vais laisser d'autres se faire vacciner avant moi. Une dernière question sur l'efficacité, l'immunité procurée par ce vaccin dans le temps. On n'a pas de recul, on sait que c'est
au mieux 3 mois. Quand est-ce qu'on aura les réponses là-dessus? Au minimum 3 mois, pas au mieux 3 mois. Et au bout d'un mois. Voilà. Et au bout d'un mois, c'est-à-dire que pendant le premier mois après le vaccin, il faut faire quand même très attention. C'est comme toutes les vaccinations. Vous êtes drôle. Vous demandez au corps de fabriquer des anticorps et d'armer des globules blancs pour qu'ils résistent au virus. Il faut laisser au corps le temps de réagir à l'antigène. Ça, c'est comme tous les vaccins, absolument tous les vaccins. Maintenant, on ne sait pas combien de temps il durera parce que, évidemment, que si le virus doit rester, il s'adaptera aux anticorps. Évidemment, ça c'est une règle de la vie. Voilà, c'est une règle de la vie absolue. Et dans ce cas-là, il faudra faire évoluer le vaccin pour revacciner à chaque poussée coronavirale. C'est pas la meilleure des perspectives, elle est possible, mais même dans ce cas-là, on pourra vivre, aimer, faire des bisous. On a hâte. Le gouvernement a aussi insisté sur le fait qu'on ne savait pas exactement si ces vaccins étaient capables de casser les chaînes de transmission. Concrètement, ça voudrait dire qu'on pourrait être vacciné contre le virus, mais quand même pouvoir le transmettre. Comment c'est possible, en fait? Il faut le vérifier. J'ai précisé des choses. Ce vaccin, il fabrique des anticorps contre la protéine de spicule. La protéine vaccinale, la protéine virale contre laquelle il y a une réponse immunitaire, c'est la protéine de spicule qui est en quelque sorte la clé qui permet au virus d'entrer dans la cellule. Ça veut dire que lorsqu'il y a l'anticorps, le virus ne peut pas entrer dans la cellule. S'il ne peut pas entrer dans la cellule, évidemment, il n'est pas produit. Et s'il n'est pas produit, la personne qui est protégée est peu infectieuse. Donc, il faut le vérifier naturellement. On est à l'heure de la médecine basée sur les preuves. Mais d'un point de vue théorique, il est invraisemblable que les personnes vaccinées contaminent autant qu'une personne non vaccinée. Invraisemblable. Une petite question. Pour les personnes immunodéprimées, on sait que le vaccin n'est pas forcément recommandé. Vous en dites quoi? Le vaccin ARN ne pose pas de problème. Ce sont surtout les vaccins Ça ne peut vivants. pas provoquer de surinfection ou non, pour les personnes, non. Il peut être inactif. Chez une personne immunodéprimée, il peut être inactif. Mais je dirais, s'il est un peu actif, c'est au contraire une population qui a tout intérêt à se faire vacciner si ça peut Parce qu'elle marcher. Est plus vulnérable. En revanche, les vaccins vivants, AstraZeneca, Sputnik, etc., eux, chez les personnes immunodéprimées, oui, il ne faudra pas les utiliser. Axel Kahn, vous restez avec nous. Camille, on va partir aux États-Unis où l'épidémie flambe à nouveau. Le pays a enregistré hier 210 000 nouveaux cas. C'est un record. Et après les fêtes de Thanksgiving, les autorités sanitaires sont très inquiètes pour les semaines qui viennent. Alors pour faire face à cette crise sanitaire, eh bien, Joe Biden, le président élu, entend prendre un virage. Il s'est entouré de 3 anciens présidents pour lancer la future campagne de vaccination aux États-Unis. Les précisions de notre correspondante Agnès Varamian, elle est à Washington. Ah oui, Laurent, quoi de mieux qu'un ancien président? Quoi de mieux que 3 anciens présidents pour promouvoir le vaccin aux États-Unis? Hier, Barack Obama, Bill Clinton et George Bush ont dit qu'ils se laisseraient filmer lors de leur vaccination pour dire qu'ils ont confiance dans la science. Vous savez, ici, la date clé, c'est jeudi prochain. Le vaccin Pfizer devrait recevoir la validation des autorités sanitaires américaines. Et dans les heures qui vont suivre, eh bien, les États-Unis vont déclencher la plus grande opération logistique depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle a été préparée par un général de l'armée de terre avec des civils, bien sûr, investissement dans la recherche, construction d'usines et surtout des dizaines d'avions sont prêts à décoller pour apporter aux 4 coins du pays ce vaccin de l'espoir. 22 millions d'Américains devraient être vaccinés d'ici janvier 2021. Axel Kahn, très grosse opération de vaccination aux États-Unis, grosse opération aussi de communication. Est-ce que vous pensez aussi qu'en France, le président devrait se faire vacciner en direct à la télé? En tout cas, il va se faire vacciner. Normalement, il a établi des règles. Et comme il n'est pas si vieux que ça, il n'est pas dans les prioritaires. Et comme il n'est pas soignant, il n'est pas non plus dans les prioritaires. Mais voilà. Donc, il ne faut pas qu'il ait passe-droit d'un autre côté. Dans son entretien, Emmanuel Macron, hier aussi avec les journalistes, a souligné que la vaccination n'était pas la seule priorité dans la stratégie de l'exécutif contre le coronavirus. Le gouvernement compte dégainer d'autres armes, comme des tests massifs, des expérimentations qui vont être organisées dans plusieurs métropoles françaises. 3 précisément, Saint-Étienne, Le Havre et Lille. Certaines petites communes ont déjà pris l'initiative de leur côté. Arnaud Moreau. Blainville-sur-Orne, dans le Calvados, petite commune de 5800 habitants, elle a choisi d'organiser une campagne de dépistage massif. Il fait suite aux 7 cas positifs décelés dans une école, une demande de la mairie accordée par la préfecture.
Que les Blainvillais puissent facilement venir se faire dépister sans frais, sans avance de frais, sans avoir à se déplacer, c'est au sein de leur commune. Et pouvoir soit se rassurer, ce qu'on espère, soit prendre des mesures plus drastiques si on constatait qu'on avait des clusters importants sur notre commune. Le dépistage massif, un dispositif prêt à être testé dans 3 grandes agglomérations, Lille, Saint-Étienne et Le Havre. Cette dernière se lancera à partir du 14 décembre prochain et durant 5 jours sur 18 sites éphémères. Les résultats seront obtenus en 20 minutes. En cas de test positif, un recensement express et exhaustif des contacts à risque sera réalisé. Une aide à l'isolement et la mise en place de services pour toutes les personnes qui en feront la demande seront également proposés. Il ne s'agit pas simplement d'organiser, comme nous le faisons d'ailleurs depuis quelques semaines et quelques mois, des tests à l'aveugle. Il s'agit de viser une part significative, très significative, des 270 000 habitants de la communauté urbaine. Ces dépistages massifs ont déjà été testés à l'étranger, comme à Liverpool, 500 000 habitants. En quelques semaines, le nombre de positifs au virus avait chuté de 60%. Faire avancer la recherche sur les maladies génétiques rares, c'est l'objectif du Téléthon depuis 34 ans maintenant. Le coup d'envoi de ce marathon de dons a été donné hier soir en direct sur France 2. Et forcément, cette année, c'est un événement particulier, organisation bouleversée par la pandémie, mais les organisateurs comptent sur votre générosité. 87 millions d'euros ont été collectés l'an dernier. Vous pouvez donner par téléphone 36 37 ou sur téléthon.fr. Et puis les défis sont à suivre sur toutes les chaînes du groupe France Télévisions tout ce week-end. Et on va se pencher, puisque vous êtes là, Axel Kahn, sur quelque chose de très important dans la lutte contre ces maladies génétiques rares. C'est l'ADN qui joue un rôle primordial dans la découverte de traitements de ces maladies. Depuis 30 ans, le Généthon, le laboratoire unique au monde financé par le Téléthon. Reportage sur place. La couleur des yeux, de la peau ou encore des cheveux, mais aussi la résistance au froid ou à la chaleur. Toutes ces caractéristiques qui nous différencient les uns des autres ont un point commun, l'ADN. L'ADN, c'est le patrimoine génétique qu'on hérite comme une combinaison de l'ADN de notre père et de notre mère. C'est un peu le plan de construction de chacun d'entre nous. Arbres, animaux, champignons, êtres humains, tous les êtres vivants possèdent un ADN. Et c'est au cœur de nos cellules, dans leur noyau, que se cache l'ADN, l'acide désoxyribonucléique pour les puristes. C'est une molécule chimique qui a une forme de double hélice, comme vous le voyez ici. Cette double hélice, elle est formée de briques élémentaires qu'on appelle les nucléotides. Un seul défaut dans la recette d'un gène peut entraîner une mutation, voire une maladie. Certaines de ces mutations peuvent aller affecter des gènes de manière dramatique, c'est-à-dire que le gène ne fonctionne plus, c'est-à-dire que la cellule ne fonctionne plus. Ça va entraîner une dégradation progressive du muscle et l'apparition d'une maladie qu'on appelle la myopathie de Duchenne. C'est à partir de la fin des années 80 que les chercheurs commencent à décrypter les différents gènes qui composent l'ADN. Un point de départ indispensable pour imaginer de nouvelles pistes de traitement pour soigner les maladies génétiques, comme la thérapie génique. On va apporter à la cellule un morceau d'ADN qui portera le gène normal, le gène non muté. Grâce à toutes ces découvertes sur l'ADN, une nouvelle médecine est en train de naître. Axel Kahn, vous êtes généticien. Ce laboratoire du Généthon, vous le connaissez bien. Finalement, avec l'ADN, on peut presque tout prévenir, presque tout guérir. Il faut continuer à financer cette recherche-là. On peut déjà tout comprendre. L'ADN, c'est le code des propriétés biologiques normales et pathologiques des cellules. Et donc, connaître les anomalies du fonctionnement de l'ADN permet d'avoir des renseignements extraordinaires sur les maladies et de développer différents types de médicaments. Et pour ce qui est du traitement des maladies génétiques, un souvenir quand même, c'est qu'en 98, je crois, en collaboration d'ailleurs avec le Téléthon, mon laboratoire a publié la première démonstration qu'il était possible par thérapie génique en utilisant un vecteur adénoviral, celui dont on a parlé dans le vaccin AstraZeneca, décidément, AstraZeneca, Sputnik et Johnson & Johnson. On a démontré qu'il était possible de guérir un modèle chez la souris de la myopathie de Duchenne. Ça a été un résultat
exceptionnelle. Donc, Et on pourquoi- reste avec cette technologie. Très rapidement, pourquoi ça coûte aussi cher cette recherche-là et pourquoi il faut donner aujourd'hui? Ça coûte extraordinairement cher parce qu'il s'agit de biotechnologie et de génie génétique. Et même aujourd'hui, si les méthodes se sont popularisées, se sont accentuées aujourd'hui, on arrive à séquencer tout le génome presque en un tour de main, en 1 heure ou un couple d'heures. Voilà. Il n'empêche que ce sont des très grosses machines, très chères, et c'est une recherche qui est essentielle, prometteuse et malheureusement onéreuse. Dernière question à Axel Kahn, puisque vous êtes aussi président de la Ligue contre le cancer. C'est une question d'ADN aussi. Hein. On sait que beaucoup d'opérations ont dû être reportées à cause de la crise sanitaire. Est-ce qu'on peut chiffrer ce que vont donner ces défauts de prise en charge? Oui, le bilan sera lourd. Le bilan sera lourd. La Fédération hospitalière de France a chiffré à près de 2 millions d'actes les reports lors de la première crise, lors du premier confinement. Au total, il y a eu des dizaines et dizaines de milliers de reports divers et au total, il y aura sans doute entre 3 000, 8 000, 10 000 morts supplémentaires de cancer dans les 5 ans qui viennent. Merci beaucoup Axel Kahn. On était ravis de vous avoir avec nous ce matin sur France Info.